Pour ce qui est de pivoter, je pense que ça revient à la question qu'il faut répondre, c'est qui es-tu en tant que personne? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et en fait, le type d'emploi, c'est comme un chapeau. Mais tu changes de chapeau. Et donc, tu arrives à utiliser ou à faire ce que toi tu aimes de façon intrinsèque, mais dans différents domaines, dans différents contextes. Et si je retourne à ma conversation hier avec mon ami recruteur, qui m'a dit « Yamina, tu as les capacités de faire du marketing, d'envoyer des emails, de parler aux gens, mais tu as aussi la capacité de comprendre la science et de conseiller des compagnies, à savoir comment est-ce qu'ils vont prendre leur science, comment ils vont faire avancer leur science. » Pour moi, c'est quelque chose de, en quelque sorte, normal, parce que c'est ce que je fais, mais il faut aussi se rendre compte que on n'est pas tous pareils. Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi, cette fois-ci en français, Dr Yamina Bershish. Yamina Bershish est la fondatrice de Yamina's Consulting Corner, où elle conseille biotech, investisseurs et CRO sur leur stratégie en pharmacologie des GPCR. Elle s'appuie sur plus de 20 ans d'expérience, autant en recherche académique qu'en industrie. Avant de lancer son cabinet, elle a joué un rôle clé comme directeur senior biologie chez Superluminal Medicines, contribuant notamment au financement de série A du montant de 120 millions de dollars. Docteur en biochimie, passé par Rockefeller University, elle a signé des travaux de pointe, la signalisation des récepteurs aux chimiokines à l'agonisme biaisé, publiés dans des revues comme Science. Elle est aussi la fondatrice de Dr GPCR, une plateforme internationale rassemblant plus de 1300 membres, et elle organise aussi des événements, et elle est hôte aussi du podcast Dr GPCR, fort de plus de 180 épisodes. Donc, une scientifique, une stratège, une bâtisseuse de communauté et une voix qui est très active dans son domaine. Donc, Yamina, très content de t'avoir encore une fois avec moi, mais cette fois-ci en français. Bienvenue. Ça fait plaisir de revenir. Et justement, je pensais à ça. C'est un plaisir de te parler en français, de te parler en français finalement. Oui, parce que c'est ça. Toi, ton jour le jour se passe beaucoup en anglais maintenant que tu es... Oui, mon jour le jour se passe beaucoup en anglais. J'ai des amis, des connaissances qui parlent français avec qui j'arrive à parler français de jour en jour, mais en général, tout se passe en anglais. Voilà, très bien. Ben, ça fait plaisir et c'est toujours bien pour moi en tout cas, mais je sais pour l'auditoire aussi d'avoir des voix autant du côté de l'anglophonie que de la francophonie. Et toi, tu as les deux. Voilà, merveilleux. Donc, alors, tu sais, j'ai passé rapidement sur ton parcours avec bien sûr des accomplissements, etc. Tu as une longue carrière dans ton domaine. Tu as vraiment développé une passion pour ton domaine spécifique de recherche, mais après, tu le développes de façon un peu, pour moi, quand j'ai appris à te connaître, c'était inattendu, comme bâtir une communauté, faire un podcast, etc., autour des GPCR. Pour moi, je trouvais ça surprenant. Cela dit, moi aussi, je fais un balado niché sur quelque chose de... Donc, c'était juste surprenant, mais je trouve que c'est enrichissant. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence peut-être avec comment est-ce qu'on part de je suis au labo à je travaille dans des grandes compagnies, en tout cas, des startups, tu sais, Superluminal Medicine, c'était une startup ou plus? Oui, c'est ça, hein? Oui, j'étais, Ouais, je pense, employée numéro 6 ou 7. voilà. Et quand j'ai commencé, on était 12 personnes. Wow, bon. Mais donc, c'est ça, j'aimerais beaucoup pouvoir partager ton profil un peu élargi avec l'audience de Papa PhD. Donc, je te laisse y aller avec ton pourquoi et un peu comment ce cheminement s'est fait jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui. Mais merci beaucoup. J'ai fait un baccalauréat en biochimie à l'Université de Montréal. Et la raison pour laquelle c'était biochimie et pas chimie, c'est parce que sur la liste pour justement choisir les différents programmes, biochimie venait avant chimie.
à cause de B avancé. Ah ouais, le P. Et c'est la seule raison pour laquelle je me suis retrouvée en biochimie. Et finalement, ça a été une très, très bonne expérience. Ça a été difficile, on a travaillé fort. Et après les 3 ans de baccalauréat, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et durant le bac en biochimie à l'Université de Montréal, en tout cas dans le temps, il y avait le moyen de faire un stage d'été. Et c'était tout l'été ou c'était 1 mois pendant la session à l'automne. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir comment ça a l'air de quoi de travailler dans un vrai laboratoire de recherche pour l'été. Et pour moi, c'était affaire réglée. J'ai beaucoup aimé. J'ai commencé dans un laboratoire où j'étais toute seule avec le chercheur et une assistante de recherche. Quand j'ai rencontré le chercheur, il n'y avait rien dans le labo. Il n'y avait que des Oh, wow. factures, un ordinateur et un téléphone et le chercheur en question. Et c'était très enrichissant parce que dès jour 0, on n'avait pas tout ce qu'on voulait pour faire les manips. Par exemple, on n'avait pas d'ATP. Donc, il fallait essayer d'être un petit peu bootstrapping pour essayer de trouver les solutions qu'il nous fallait pour justement faire les expériences. Et fast forward jusqu'à aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup, c'est de parler aux gens. J'aime beaucoup parler de science. J'aime beaucoup parler de GPCR. Et en fait, la motivation ou le chemin qui m'a amené jusqu'ici, c'était pas un chemin planifié, c'est un chemin qui est juste en quelque sorte arrivé. Mais en rétrospective, qui aurait été très intéressant et ce que je conseille à l'auditoire aussi de faire, c'est d'essayer de faire le point. Qu'est-ce que tu aimes faire? Quelles sont les activités que tu détestes? Parce que c'est très important aussi de comprendre ce qu'on n'aime pas faire. Et comme un petit exemple, j'étais en train de discuter avec un recruteur hier, c'est un bon ami à moi. Et on discutait, il m'a dit, Amina, t'es tellement, comment dire, tu es tellement bonne à communiquer, à faire du marketing, à parler de science que pour toi, c'est pas une route viable d'aller trouver un emploi niche où tu fais toujours la même chose. Et malheureusement, je ne savais pas ça. Il a fallu que je passe un bac, une maîtrise, un PhD, 2 postdocs pour enfin me rendre compte qu'en fait, c'est à la source, les arrêts que j'ai eus, c'était de bonnes expériences, mais aucune de ces expériences-là n'était la bonne expérience. Ça, c'est très intéressant. J'aime que tu utilises le mot expérience, pas juste pour les manips au labo, mais pour ton cheminement professionnel. Et aussi, en retournant plus au départ de ton histoire, le fait que tu allais tester les eaux en allant dans un labo, voir comment ça se passe. Et là, tu as ouf, ok, oui, c'est ça. Et tu l'as aussi très bien dit, tester, donc faire des expériences. Et c'est, en tout cas, il y a toujours des contraintes de temps, etc. Il faut gérer les choses et des fois trouver des opportunités, être un peu, ou des synergies. Mais ça nous donne 2 résultats possibles, au moins 2. J'aime ça ou j'aime pas ça. Et les 2 sont aussi importants. Peut-être même que j'aime pas ça est plus important parce que quand on élimine quelque chose, là, c'est un tas d'énergie inutile qu'on va pas gaspiller parce qu'on le sait. On a classifié ça dans j'aime pas et là, on se retourne vers ce qu'on aime. Donc, oui, c'est intéressant. Et il y a une deuxième chose qui est sous-jacente. En tout cas, tu me diras de ton point de vue. Mais moi, le facteur sous-jacent que je sens en dessous de ça et qui est en lien avec ce que toi, tu aimes faire, c'est que pour essayer des choses comme ça dans le laboratoire de notre persona et de notre interaction avec le milieu académique professionnel, c'est les gens. Il faut aller vers les gens et dire « Ah, votre labo m'intéresse, j'aimerais ça, donner de mon temps pour participer. Ah, je sais pas moi, ce projet, votre profil est intéressant, j'aimerais ça savoir comment est-ce que vous êtes rendu là. J'aimerais un peu avoir ta réflexion sur ce... Et en étant quelqu'un assumément qui aime contacter les gens, c'est quand même un défi pour plein de monde, aller vers quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que tu as des réflexions là-dessus? Combien ça a été important pour toi? Des trucs et astuces pour que ça soit plus facile? C'est une très, très bonne question. En fait, la réalité, c'est qu'on ne naît pas avec ces habilités-là, on les développe.
quand tu commences une expérience que tu n'as jamais faite, donc tu n'as pas d'expérience. Ouais. Et il faut faire toutes sortes d'erreurs et avoir la capacité d'aller parler à des gens qu'on ne connaît pas, à des professionnels qui sont sur LinkedIn, par exemple. Ça se pratique. Il y a des façons de faire, il y a des protocoles qu'on peut personnaliser pour notre personnalité, mais il y a moyen d'y aller. Et en fait, je suis ni extroverte ni introverte, je suis ambiverte. Donc, j'arrive à jongler dans les deux et j'arrive pas à être extroverte pendant beaucoup trop de temps, sinon ça me fatigue beaucoup. Donc, j'essaye d'interagir avec les gens dans des situations où je sais que j'ai beaucoup d'énergie, où je préserve mon énergie pour avoir ces interactions-là. Un exemple très concret, disons, il y a une carrière ou un type d'emploi qui m'intéresse. Donc, ce que je ferais, c'est j'irais sur LinkedIn et j'allais chercher des gens qui font le boulot. Et en fait, l'autre chose que je ferais, c'est je ferais un petit Google rapide sur « How do I reach out ?» Comment est-ce que je peux approcher quelqu'un que je connais pas? Parce qu'il y a des moyens de faire ça de façon très, très simple, sans avoir l'air d'être un petit peu perdu ou sans montrer cette insécurité-là. On l'est tous, mais il faut pas nécessairement mettre l'insécurité sur la table, mais plutôt être un petit peu plus astucieux et de faire la recherche et de comprendre comment est-ce que je vais aller parler à David, je vais aller parler à Émilie, et est-ce que je connais quelqu'un qui connaît David? Et donc, utiliser cette personne-là, utiliser ce réseau et de dire « Ah, ben, Émilie, est-ce que tu connais David? Il fait un super bon balado, j'aimerais comprendre comment il a fait parce que j'aimerais aussi commencer mon propre balado. » Donc, c'est vraiment... C'est pas compliqué, ça prend du temps, ça prend aussi de la persévérance parce que c'est pas tout le monde qui va dire « Ah, mais bien sûr, je vais tout expliquer. » Il y a des gens qui sont occupés et c'est normal, c'est OK. Exact. C'est une question de commencer. Oui, je suis totalement d'accord. Et oui, il faut jamais le prendre personnel si quelqu'un peut pas, parce que souvent les gens ne peuvent pas. Ils n'ont juste pas le temps. Exactement. Très bien. Et maintenant, l'autre aspect qui est lié, c'est l'aspect pivoter. Parce que là, on parle de, comprendre qu'on aime le lab, aller dans le lab, amener ça très loin. Un postdoc, 2 postdocs. Après, le côté start-up, c'est un autre univers complètement. Et donc, c'est un pivot, à mon avis, là, je considère. Et là, ce que tu fais aujourd'hui, c'est toujours en lien. En arrière, il y a toujours les GPCR, il y a toujours, tu sais, cette passion que tu as pour le domaine, mais c'est encore quelque chose de très différent que tu fais. Et moi, souvent, les jeunes, ils sortent avec le diplôme, puis dans leur tête, probablement parce que c'est une rhétorique qui fait écho dans les murs de l'académie, c'est que, ben, moi, j'ai étudié pour être une chose. Et là, le plus souvent que d'autres choses, tu sais, 4 sur 5 comprennent qu'ils vont pas pouvoir être profs. Et là, finalement, il faut qu'ils soient autre chose. Comment est-ce qu'on navigue ça? Est-ce qu'encore une fois, aller vers les gens, ça a un rôle? Comment est-ce que toi, tu sais, rétrospectivement, tu peux retirer des leçons de ces pivots-là et de ce que tu as fait qui peuvent servir l'auditoire et quelqu'un qui se dit « Mais moi, je suis un scientifique ou une chercheuse et là, finalement, je vais devoir être autre chose dans un autre, comme dans le privé, dans le gouvernement, etc. » Et c'est comme une crise identitaire qui arrive à ce moment-là, tu comprends? Non, absolument, je comprends. Et en fait, malheureusement, la plupart des gens qui font un PhD et des postdocs et des maîtrises associent leurs valeurs en tant qu'être humain à leurs accomplissements. Et on le fait tous. Là, je l'ai fait. Moi, oui, aussi, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je me disais, c'est de ma faute. J'ai fait quelque chose de mal. Que l'expérience n'a pas fonctionné ou que j'ai pas eu tel emploi ou tel client, c'était toujours qu'est-ce que j'ai fait de mal. Je pense qu'il n'y a pas de mal à se poser la question. Le problème, c'est quand on passe trop de temps à se dire c'est certainement de ma faute. Je suis pas devenue prof parce que j'ai pas 4 ou 5, 6 nature papers. Non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr, il faut se demander, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Et la question la plus importante, c'est qu'est-ce que j'ai appris?
Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience-là? Et en fait, on apprend mieux des mauvaises ou des expériences négatives que des expériences positives. Et pour ce qui est de pivoter, je pense que ça revient à la question qu'il faut répondre, c'est qui es-tu en tant que personne? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et en fait, le type d'emploi, c'est comme un chapeau. Mais tu changes de chapeau. Et donc, tu arrives à utiliser ou à faire ce que toi tu aimes de façon intrinsèque, mais dans différents domaines, dans différents contextes. Si je retourne à ma conversation hier avec mon ami recruteur, qui m'a dit: «Yamina, tu as les capacités de faire du marketing, d'envoyer des emails, de parler aux gens, mais tu as aussi la capacité de comprendre la science et de conseiller des compagnies, à savoir comment est-ce qu'ils vont prendre leur science, comment ils vont faire avancer leur science». Et pour moi, c'est quelque chose de, en quelque sorte, normal parce que c'est ce que je fais, mais il faut aussi se rendre compte que on n'est pas tous pareils. J'ai un autre ami avec qui j'avais une discussion l'autre jour et ça fait 2 ans que je lui ai dit: «Il faut que tu sois plus actif sur LinkedIn». Il est aussi consultant. Toujours sur les RCPG, mais de façon bien plus, pointue, bien plus, spécifique et ça a pris 2 ans et hier, il me dit: «Ah, tu sais, j'ai suivi un cours sur LinkedIn et j'ai appris plein de choses à comment, utiliser LinkedIn pour écrire des articles et pour comment contacter les gens». Et j'ai dit: «Mais je suis bien contente pour toi». Mais dans ma tête, je me suis dit: «Mais ça fait 2 ans qu'on en parle». Tu vois? Et c'est pas parce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, c'est parce qu'on a tous un certain code. On a Oui. tous une certaine personnalité et il faut savoir quels sont nos attributs et quelles sont nos qualités, qu'est-ce qu'on aime faire et utiliser ces qualités-là, en fait, aussi trouver quels sont les domaines dans lesquels on peut utiliser ce qu'on sait faire. Oui, non, c'est vrai. Et après, ton ami, il souffre de quelque chose que je pense que beaucoup de nous souffrons, qui venons de ce long trajet académique, c'est: «Ah, mais si je veux porter un nouveau chapeau, ben, il faut que je prenne un nouveau cours ou une nouvelle certification». Il y a des choses où oui, il y a des domaines où oui, des trucs, je sais pas, c'est où il y a une question de sécurité ou de complexité, ou de demande de l'industrie. Mais après un doctorat, un postdoc, de postdoc, on est quand même on peut être assez autodidacte heu, facilement, sans devoir, aller chercher, encore un diplôme. Exactement, je pense que tu fais un super point important ici, c'est ce qu'on a appris à l'école pendant la maîtrise, le PhD, le baccalauréat, les postdocs, c'est pour avancer, il va falloir aller faire un autre cours, un autre degré ou un DES, peu importe, parce qu'après, une fois qu'on a ce document-là, on peut dire: «Ah, je l'ai fait». Mais en réalité, non, ça marche pas comme ça, surtout pas de nos jours. C'est une question de se dire: «Je me retrousse les manches, je vais aller apprendre ce que je dois apprendre», surtout de nos jours et je vais faire tout ce que je peux pour aller chercher, aller trouver les clients, aller trouver cet emploi-là et parler aux gens. Parce que malheureusement, et je pense que ça a toujours été comme ça, avoir un diplôme et l'avoir sur le mur et ne rien faire et attendre que quelqu'un frappe à la porte et te dise: «Ah, s'il te plaît, viens travailler pour nous». Ça Mmh. marche pas. Non, Ça non, marche en effet. Et en tout cas, de par les conversations que j'ai eues, c'est un peu comme ça tout le long de ta carrière, bon, faut être un peu stratège et un peu, et il faut être conscient que, surtout quand on veut tourner faire un tournant dans notre carrière, une promotion et cetera, mais là, il faut être son propre, vendeur de son propre profil. Exactement, exactement et en fait, ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut qu'on comprenne qu'on peut faire n'importe quoi, mais on peut pas tout faire. Ouais. Donc il faut essayer de trouver le chemin ou d'avoir une liste de priorités. Ce que j'utilise tous les jours. J'ai une liste, à faire, une to-do list qui est super longue, mais à chaque jour, je me demande: «OK, quelles sont les 3 choses qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour que j'atteigne mon objectif?» Et ça, c'est tellement difficile parce que malheureusement, pendant les études universitaires, on nous apprend pas ça. Ce qu'on nous apprend, c'est: «Fais tes devoirs». Mmh, comment Selon dire? les priorités de quelqu'un d'autre. Exactement, fais tes devoirs, va au cours, prends tes notes, apprends tes notes, regurgite pendant un examen, tu as une note et merci, bonsoir.
Ouais. Et malheureusement, on nous apprend pas ces petites leçons qui font, Mhm. écoute, toi, tu veux faire ça dans la vie. Déjà, premièrement, le fait de pouvoir trouver c'est quoi ton objectif et de comprendre quelles sont les choses que tu aimes faire et les choses que tu n'aimes pas faire, c'est déjà très bien. Oui. Mais ensuite, on nous apprend pas non plus à se dire, OK, comment on va y arriver? Comment on trouve les priorités qui vont nous Mhm. prendre du point A au point B? Mhm. Mhm. Et est-ce que toi, tu aurais une histoire à partager, un moment clé où toi, parce qu'à un moment donné, tu as appris ces leçons-là. C'est venu en faisant du chemin, il y a des choses qui se sont présentées. Est-ce que tu as un moment, une histoire où, comme par exemple cette idée de se dire à chaque jour ou à chaque X temps, je regarde ma liste de priorités, je me dis, est-ce qu'elle est encore à jour? Est-ce qu'il y a des changements d'ordre? Est-ce que je peux cocher des choses? En tout cas, je parle de celle-là parce que c'est celle que tu viens de mentionner, mais peut-être tu as d'autres habitudes que tu as gagnées, que tu vois maintenant en regardant en arrière que on les offrait pas, on les enseignait pas quand on était à l'université. Est-ce que tu as une histoire avec ça ou peut-être une habitude clé qui a changé, tu sais, qui était vraiment gagnante pour toi? À mon avis, OK, malheureusement, comme tous les PhD, en général, c'est, les situations extérieures qui m'ont toujours forcé Mmh. à faire le pivot. C'était pas un planning. En fait, dans mon podcast, je demande souvent, Mmh. aux invités: «Est-ce que vous avez planifié votre carrière?» Et en général, 99,9 des gens vont dire non. C'est C'est ça, c'est arrivé jamais une par ligne droite. c'est jamais une ligne droite, mais c'est jamais non plus planifié. Moi, je veux faire Ouais. ça, donc je vais faire ça. Par exemple, ma mère, qui est prof de français-anglais, elle m'a dit qu'à 9 ans, elle savait qu'elle voulait devenir professeure. Waouh! J'ai une amie qui, à 9 ans aussi, savait qu'elle voulait devenir médecin et elle est devenue médecin. Mon Dieu, OK. Donc et ces gens-là, je les envie, très Bah, franchement, moi parce aussi. qu'ils savent. Et donc dans mon cas, je pense que c'est le besoin. Je suis une personne très organisée, numéro un. Je suis une personne qui a besoin d'écrire des choses, à savoir, OK, pour mettre dans l'ordre dans ma tête parce que mon cerveau fonctionne à une vitesse relativement rapide. Donc le temps que je dise quelque chose, mon cerveau, il est déjà à 10 kilomètres plus loin. Donc il faut que j'ai trouvé des trucs pour que je puisse me ralentir et de me dire: «OK, là, il faut que tu t'assoies, il faut que tu détermines c'est quoi les priorités, qu'est-ce que tu dois faire?» Donc j'utilise beaucoup de post-it aussi. Mais en fait, les habitudes et la façon de travailler, ce que je viens de dire sur la priorité, sur les priorités, c'est le résultat d'expériences pas nécessairement positives, c'est des expériences éducatives où je me suis brûlée, je me suis dit: «Aïe, non, ça, c'était pas agréable, je veux pas recommencer, donc qu'est-ce que je vais faire pour éviter ça?» Et comme tu sais, j'ai 2 enfants et c'est ce que j'essaie de leur apprendre aussi. Premièrement, réfléchis et deuxièmement, planifie. Et même si le plan ne fonctionne pas comme toi tu as planifié, mais tu as déjà pensé à ça, donc tu as mis un maximum de chances de ton côté. Ah Parce que oui. numéro 3, la seule chose que tu peux faire, c'est de contrôler ta réaction et le travail ou le temps que tu mets et l'énergie à quelque chose. Mmh mh, mmh. Non, j'adore et c'est vrai que même comme tu dis, si le plan, il se matérialise pas exactement comme on avait pensé, mais le fait d'en avoir un, c'est comme si au lieu de tomber, dans un ravin, il y a un petit nuage qui nous supporte quand même et qui nous permet de dire: «OK, mais là, j'ai encore, 2 minutes pour Exactement. essayer de grimper puis de puis de f» Exactement. ouais, 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 c'est vrai. Exactement. Pour te donner un exemple très académique, Mmh. parce que considérons l'auditoire, j'ai de mon stage d'été au baccalauréat jusqu'à mon premier postdoc, pour moi, c'était recherche, recherche, recherche. Je veux mon labo. J'étais tout le temps au labo, j'ai vraiment aimé et 3 mois, à un moment do après 5 ans et quelques, mon chef m'appelle et me dit: «Tu as 3 mois pour te trouver, un boulot ou un labo parce que pas d'argent, c'est fini». J'avais ma bourse à terminer, j'ai collaboré avec un autre labo, donc on avait les fonds de là. Et la façon qui m'a permis d'aller faire mon deuxième postdoc, c'est que j'étais à une conférence et j'ai présenté un poster et il y a parlant tu vois, de connexion francophone, il y a un postdoc français qui est venu me voir et m'a dit: «Ah mais attends,
la personne avec qui je partage ma chambre d'hôtel, faudra qu'il te parle parce que franchement, ce que tu fais, c'est super intéressant. Peut-être que vous pourriez collaborer. Je Oh, fais, wow. super. OK. Donc, du coup, je rencontre la personne qui est un étudiant, un MD, PhD dans le temps. Et après la conférence, donc on s'appelle, on fait un Zoom. Il m'introduit à sa directrice de recherche. Et finalement, tout ça pour dire qu'on a réussi à publier un papier qui a pris 6 ans pour qu'il soit publié. Mais la rencontre avec cet étudiant MD, PhD et la directrice de recherche, comme mon directeur de recherche a dit 3 mois et c'est tout. Donc, je l'ai appelée elle et j'ai dit est-ce que tu connais quelqu'un qui cherche un postdoc? Parce que du coup, la première chose que je pouvais faire, c'est d'aller me trouver un autre postdoc. Elle m'a dit mais attends, mais je connais John qui cherche un postdoc. Yamina, attends, je vous introduis. Et 3 semaines plus tard, j'étais au téléphone avec l'autre directeur de recherche qui m'a proposé le rôle au téléphone. Wow. Donc, Et tu l'as eu. Et je l'ai eu, Wow. voilà. Et si je vais pas à la conférence et je rencontre pas l'étudiant et quand je leur propose pas de collaborer, et du coup, la collaboration a terminé l'année dernière. Ça, c'était 2015. Ça a pris presque 10 ans pour sortir, mais c'est juste pour illustrer à quel point est-ce que c'est important d'avoir un esprit ouvert et d'avoir la capacité de discuter avec des gens, même si ça mène à rien. Au pire, dans 3 ou 4 ans, tu peux écrire un email à la personne et dire ça va me faire plaisir, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, comment tu vas? Non, c'est sûr. Et j'adore l'histoire parce que là, en plus, tu amènes quelque chose que je dis souvent, c'est juste pour le réseautage. Tu sais, quand les gens ils me disent mais je suis qui, moi, pour aller parler avec telle ou telle personne? C'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais il y en a. Une chose clé dans ce que tu viens de dire, c'est la personne avait un problème scientifique et toi, tu as dit ensemble, on pourrait collaborer et résoudre ce problème. Tu as amené quelque chose sur la table. Puis tu n'avais aucune attente. L'histoire de l'emploi est venue par après, c'est vers toi. C'était pas. Et donc, moi, je leur dis 2 choses. N'allez pas réseauter quand c'est urgent que vous trouviez un emploi. C'est beaucoup moins productif parce que vous êtes en mode transaction et ça fait pas des belles conversations. Et numéro 2, si vous vous sentez très mal de déranger quelqu'un, et moi, je dirais même en tout temps, mais surtout si vous vous sentez mal, assurez-vous d'apporter quelque chose sur la table, que ce soit le plus petit que je leur dis, juste le fait de dire j'admire votre trajet, je viens de la même université, j'aimerais vraiment savoir votre histoire. Souvent, c'est déjà un cadeau parce que ça fait 10 ans que personne n'a demandé à cette personne rien sur son doc, tu sais. Mais après, comme toi, tu sais, à un autre point de ta carrière, comme postdoc ou déjà, mettons, tu es déjà dans ton emploi plus tard, quand tu donnes quelque chose de bon cœur, mais souvent ça te revient. Et donc c'est un élément important, à mon avis, de ce que tu viens de raconter. Je pense que Non, ça allait absolument, tu as rebondir. raison. Oui, ce que j'allais dire, c'est que la rencontre avec cet étudiant en PhD à la conférence, c'était en 2014. Et OK. mon histoire avec le postdoc et la position, c'était 2 ans plus tard. Wow, OK. Donc Donc vraiment, c'était vraiment, ça n'avait rien à voir, s'il y avait pas de transaction dans le temps. c'est ça. C'était juste une question de, voilà, je voulais l'aider parce qu'ils avaient un problème très, très intéressant. Je dis: «Ouais, voilà, j'ai développé ces outils, ça va me faire plaisir, vous avez rien à faire, vous avez juste à m'envoyer l'ADN, je vais tout faire». Et Wow. donc 2 ans plus tard, ça m'a permis de trouver ma prochaine, Ton expérience au is Ouais. laboratoire. Numéro 2, si je disais que j'étais quelqu'un d'organisé, mais là, je suis en train de me péter les bretelles un petit peu, mais quand le temps est venu pour la publication qui était l'année dernière, on était, je pense, 33 personnes sur la publication. Et donc là, cette directrice de recherche m'a laissé ma place originale et j'étais co-première avec 6 autres personnes. Wow, OK. Et donc, du coup, ils sont venus, ils m'ont dit: «Ah, les reviewers, ils ont des questions et tout ça». Et comme j'avais préservé toutes les données, j'ai pu leur redonner toutes les données. J'étais tellement contente de mon coup, mais je me suis dit: J'adore. «C'est ma façon de dire merci à cette directrice de recherche qui m'a aidée». Et sans vraiment nécessairement je l'aurais fait de toute façon parce que j'avais les Oui, données, oui. mais tu vois, maintenant que j'y pense en rétrospective, je me dis: «Mais voilà, what goes around comes around». Exact. Non, j'adore. Super belle histoire. Vraiment, c'est si si tu nous écoutes et que ça te ressemble à des choses que j'ai dit par le passé, mais garde cette histoire parce qu'elle est vraiment parlante là, parce que
le temps passe entre la première rencontre et ce changement, ce nouveau postdoc. Puis là, après, tu as encore la chance de remercier. C'est génial, j'adore. Et c'était pas planifié. Non, mais c'est ça, sans être transactionnel, juste parce qu'en tout cas, moi, je considère que tu as une attitude positive, une attitude d'aider, de contribuer, qui d'ailleurs, c'est pourquoi aussi, j'imagine, tu crées après, à un moment donné, cette communauté, parce que t'aimes redonner à ceux qui sont maintenant au labo à pipeter. Oui, si on a encore 2 minutes, je vais Ah oui, peut-être oui. prendre un petit peu de temps de raconter comment la communauté est venue. En fait, c'est aussi venu d'un besoin. Et j'ai fini mon 2e postdoc, j'ai transitionné dans une petite compagnie, une petite boîte. Je pense que j'étais aussi employée 10 ou quelque chose, on était peut-être 15. C'était très, très petit et je me suis rendu compte là que c'est bon, je sais que je veux pas être chercheur à l'université, ça marchera pas, numéro 1. Numéro 2, je veux pas être dans un milieu académique et numéro 3, c'est là que je me suis rendu compte que je veux plus être je veux plus piqueter. Je ne veux plus dépendre du cycle de mes cellules. Si elles ont poussé ou elles n'ont pas poussé, j'en avais marre. J'en pouvais plus et donc du coup, l'idée, pas nécessairement de la communauté, mais du podcast en tant que tel est venue de ce besoin de trouver un moyen de m'exprimer et d'être moi-même parce qu'être à la bench, c'était plus être moi-même. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé 9 personnes. Je connaissais 5, je connaissais moins bien 4 et donc j'ai envoyé un email et j'ai dit: je veux créer le Dr. GPCR podcast et j'ai 3 objectifs. Numéro 1, utiliser la plateforme de balado, de podcast pour parler de la science et de cette famille de protéines. Numéro 2, je voulais parler des histoires de la recherche qui sont pas publiées parce que tu peux même pas mettre dans ton papier combien de fois la manip a pas fonctionné. Voilà. N égale 15, mais en fait, c'était N égale 118 à l'arrière parce que ça marchait pas. Bon, j'exagère, clairement. Et numéro 3, je voulais aussi donner l'envie aux jeunes chercheurs, aux jeunes étudiants de vouloir contribuer à cette recherche. Donc, c'était ça mon objectif. Et donc, j'ai envoyé cet email et la question aux gens, c'était: est-ce que vous voudriez venir dans mon podcast? Et donc, 95% des gens ont ouvert mon email, 90 ont répondu et à peu près 80% ont dit: mais bien sûr, ça va me faire plaisir. Il y a eu des gens qui m'ont dit: non, non, c'est bon, je vais lire le papier. Et c'est pas grave. Et il y a aucun problème avec ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, du coup, mon premier invité, encore une histoire de pousser les limites, c'est que mon premier invité, c'était Dr. Paul Insel de UCSD. Et en fait, quand j'étais dans cette situation-là en 2016, de est-ce que j'ai besoin d'un postdoc, j'avais ce labo-là où la directrice de recherche m'avait référé et j'avais trouvé un autre labo. Et cet autre labo-là était à San Diego et j'avais une collègue qui allait à une conférence qui m'a dit: Yamina, si tu veux visiter le labo, tu peux venir passer la nuit dans mon hôtel à San Diego et tu peux leur dire: je suis in town. Est-ce que je peux venir? Parce qu'en fait, ils m'ont dit: c'est pas sûr qu'on a l'argent, je sais pas comment on va faire, machin. Et donc, du coup, j'ai écrit et Paul a été super sympathique. Il m'a dit: mais bien sûr, mais viens. Et donc, j'ai donné ma présentation. J'ai passé une super belle journée. J'ai rencontré plein de gens dans son labo. Et donc, ça, c'était 2015-2016. Et 2020, Paul est mon premier invité dans le podcast. J'étais tellement stressée. Ça paraît pas maintenant, mais j'étais tellement stressée. Et ce qui m'a sauvée, c'est que Paul parle beaucoup. Et Paul a des super belles histoires. Tu vois, des années 70, des débuts de la communauté, des débuts du field. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Merveilleux. Mais ça a beaucoup de parallèles avec mon début avec Papa PhD, surtout dans le processus de trouver des gens proches et après des gens un peu moins proches. Et là, on est quelques centaines d'épisodes plus tard. Très bien. Maintenant, pour cette dernière partie, là, on a encore un petit 10 minutes de l'entrevue. J'aimerais te poser des questions en lien avec le podcast, la communauté. Tu parles de motiver la relève à donner au domaine qui te passionne. Mais là, en ce moment, tu es une communicatrice d'un côté. Tu bâtis
une communauté, parce que cette communauté, je le sais, une communauté, ça demande comment dire, de l'entretien, c'est du travail aussi. C'est du relationnel, mais il faut offrir quelque chose aux gens pour qu'ils viennent et qu'ils sentent que la communauté leur apporte quelque chose et qu'ils peuvent contribuer, etc. Et encore une fois, bien qu'aujourd'hui, en 2025, je vois, c'est pas juste que je sens, mais je vois que la communication scientifique, la vulgarisation rentre dans les labos et commence à être importante. Même les demandes de subventions, maintenant, il y a des cases à remplir sur quels efforts de communication scientifique vous avez fait. C'était pas, moi, quand j'étais au doc, c'était pas là du tout. Tu Non. sais, la thèse en 180 secondes, c'est tout nouveau, là. 3MT en anglais, 3-minute thesis, des choses comme ça. Et donc, ma question pour toi, c'est pour les gens qui sont en train de nous écouter, de nous regarder et qui sont peut-être à une place où il n'y a pas encore de, tu sais, la mouvance n'est pas là encore. Pourquoi est-ce que ça peut être important pour eux, de peut-être bâtir une communauté autour d'une thématique qui les intéresse, ou deux, partir leur blog ou partir leur podcast s'ils veulent, ou leur TikTok, quoi que ce soit, si ils le veulent, parce que c'est pas tout le monde qui doit faire ces choses-là. Mais j'aimerais avoir ton point de vue de quelqu'un qui est là-dedans maintenant depuis un certain temps et je vois que tu aimes ça. C'est quelque chose qui t'apporte du plaisir, mais je pense que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde. Est-ce qu'on pourrait parler de ça un petit peu pendant quelques minutes? Absolument. C'est une bonne question. Est-ce qu'on retourne dans le temps? Là que tu parlais, je me suis dit, je me rappelle très bien. Donc, j'ai fait mon stage d'été, ma maîtrise et mon doctorat dans le même laboratoire. OK. Et donc, c'était affilié à l'Université de Montréal, au département de biochimie, mais j'étais à l'hôpital Sainte-Justine, donc au centre de OK. recherche à Sainte-Justine. Et quand tu parlais, je me suis rappelé qu'en fait, je faisais déjà à l'époque partie du conseil des étudiants à Sainte-Justine. Donc, OK. c'était... En fait, plus j'y pense, plus je me rends compte que j'ai toujours été quelque part impliquée dans quelque chose. Soit c'était un conseil étudiant, soit c'était quelque chose. C'était toujours cette idée de communiquer et d'avoir un contact avec les gens. Et donc, ce que je fais aujourd'hui avec Dr. GPCR, c'est un petit peu, c'est pour moi, il y a 20 ans. OK. J'aurais tellement OK. aimé faire partie d'une communauté. Ouais. L'autre chose qui me vient en tête, c'est qu'au cégep, j'ai fait mon cégep à Bois-de-Boulogne et c'était extrêmement difficile. La première session, je pense que j'ai coulé tous mes examens. OK. J'ai eu 35% en maths, 33% en physique et je sais pas combien en chimie. La C'est rough. catastrophe c'est rough. Surtout, j'allais continuer en anglais, surtout quand tu viens d'une école secondaire où tu avais 80-90%, donc Oui. toutes les matières. Et donc, ce qui m'a sauvée au cégep, donc déjà, premièrement, c'était très difficile de monter ma codère parce Oui. que tu commences, j'étais en dessous, là, j'étais nowhere. Mmh. Et donc, ce qui m'a sauvée au cégep, c'est de faire partie de la troupe de théâtre. OK. Et donc, dans la Ah, wow. troupe de théâtre, on avait la directrice de la troupe qui avait décidé qu'on devait faire 4 petites histoires qu'on allait écrire et inventer. Et en fait, c'était la chose commune en tout, c'était un gazou. Donc, ça s'appelait à la gazou. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai fait aussi un cours de télé où j'ai interviewé Superman qui venait de se briser la jambe. C'était hilarant pendant le cégep. Non, mais tout ça pour dire que j'ai toujours aimé être au milieu de quelque chose pour m'entourer de gens, pour essayer de les ramener ensemble. Et donc, du coup, ce qu'on fait avec Dr. GPCR, ce que j'ai toujours fait en quelque sorte, dans une forme ou une autre, c'est vraiment focuser sur la personne, sur les gens pour essayer de les ramener et en quelque sorte leur dire, ben, vous allez bien ensemble, vous pourrez communiquer et collaborer et faire quelque chose de bien pour la communauté. Mmh. Donc, c'est J'adore. un thème et en fait, ça revient à ma personnalité, à qui je suis. Oui, oui, oui. Ça vient de loin, je comprends. Je comprends. Mais je pense que là où même si la personne qui nous écoute n'a pas ce profil-là, cet ADN-là, disons, Hein. je pense que plein de gens que j'ai interviewés m'ont dit: «Les communautés,
que j'avais en dehors du lab ont été super importantes pour ma santé mentale, pour mon énergie, pour avancer et pour terminer, pour avoir le peps de terminer cette aventure ardue qu'est le doctorat. Et donc, si c'est pas quelque chose qui est dans votre ADN, essayez de voir. Ça peut être, comme tu dis, l'association étudiante où vous êtes. Vous pouvez aussi créer. Je croise des gens qui y avaient rien et ils se sont dit bon, ben, on est 3-4 qui ont la même idée, on va créer. Et après les gens, après ça, tu sais, ça vient. Mais je pense que dans cette aventure solitaire qu'est la recherche, parce que c'est toi qu'il faut qu'il publie ton truc et tes résultats, etc. C'est important d'avoir cette communauté. Indépendant de la forme qu'elle prend, il faut avoir plus que juste notre labo. Non, je suis d'accord. Et je pense que dans la version anglophone de ce podcast, j'avais justement dit que dans le labo pendant un PhD, bon, il y avait des gens dans le labo, on était un tout petit labo. Et il y avait des gens dans les autres labos, et puis des vendredis soirs ou une fois par semaine, on sortait, où on allait à la cabane à sucre ensemble, où on faisait des activités. Au pire, on allait prendre un café et on allait aller se plaindre de nos chefs de recherche. Au pire. Et déjà les 30 minutes de dire, OK, je m'en vais du labo de mon problème, c'était déjà mieux que rien. Ouais. Et ça coûte rien non plus. Ça coûte rien, c'est un départ, en effet. Mais après, c'est vrai qu'il y a des gens qui, comme toi au début, moi, j'étais le deuxième arrivé dans mon labo quand j'ai commencé. Il y avait déjà des appareils et tout, c'était pas comme toi, juste des factures. Mais après, c'est ça, c'est que en dehors de notre labo, il y a un couloir, il y a d'autres personnes et il faut se permettre de leur parler et d'élargir un peu cet univers. Exactement. Et je trouve qu'aujourd'hui, je suis consciente du temps aussi. Je trouve qu'aujourd'hui, avec tous les équipements et tu vois, le AI et les TikTok et le you name it, je pense qu'il y a moyen de trouver, enfin, d'utiliser par exemple l'intelligence artificielle pour essayer de trouver qu'est-ce qu'on aime. Parce que des fois, c'est très difficile de dire, ah, moi j'aime ça ou moi j'aime pas ça. Donc, par exemple, faire des tests de personnalité et de prendre des données et de les jeter à une intelligence artificielle et dire qu'est-ce que tu penses et pose-moi des questions ou essayer d'avoir cette opportunité de trouver qu'est-ce qu'on aime faire. Et c'est peut-être faire des gâteaux et de prendre des photos et de les mettre sur Instagram. On ne sait pas. On sait pas. On ne sait pas. Parlant de gâteaux et d'Instagram, j'avais dans mon laboratoire de PhD, mon chef de recherche, à un moment donné, avait un étudiant PhD qui était partagé avec un autre labo. Et cette personne-là venait d'Italie et aimait beaucoup la cuisine. Et puis aujourd'hui, cette personne ne travaille plus en sciences. Cette personne fait des émissions de télé où il présente ses plats, ses gâteaux, et il y a même un lancement de livre ou un truc comme ça. Donc, c'est vraiment une question de trouver qu'est-ce que toi tu aimes, et c'est une question de persévérance aussi. Donc, ça ne va pas arriver d'un jour à l'autre. Non, c'est ça. Et comme on disait au tout début, d'expérimenter, d'essayer. Exactement. Ouais. Yamina, on peut encore parler un petit peu, mais avant, parce que les gens là sont avec nous et je veux qu'ils puissent aller trouver ce que tu fais. S'ils veulent trouver Yamina's Consulting Corner, s'ils veulent trouver Dr. GPCR, c'est où qu'ils le trouvent? Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour t'écrire et te partager quelque chose par rapport à notre conversation d'aujourd'hui? C'est quoi la meilleure façon? Passons sur LinkedIn. Ce n'est pas difficile à trouver. Il y a juste à taper Yamina Berchiche et puis Dr. GPCR aussi. Donc, c'est pas difficile à trouver. Sur LinkedIn aussi? OK. Sur LinkedIn aussi, oui. On a une chaîne YouTube aussi pour le podcast. On est sur Spotify, Apple Podcast et 90 millions d'autres plateformes. Donc, et en fait, c'est très facile à oui. C'est très facile. C'est super simple. Ouais. Voilà, c'est très facile. Même si on ne se rappelle pas de mon nom, on ne sait pas comment on écrit Berchiche. Dr. GPCR, c'est très, très simple à trouver. Et il me semble que tu allais dire quelque chose d'autre. Ah, non, il y a aussi, tu as un site web, j'imagine? Oui, c'est yamina.org. Mon Dieu, tu as les bons URL, vraiment, wow! C'est super simple et pas de friction du tout. Yamina.org, je vais mettre tous ces liens dans les notes d'épisode. Il me semble que tu as une dernière chose à dire. Est-ce que tu as un dernier mot, un mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent, et pour les inspirer à expérimenter, pour les inspirer à peut-être s'entourer de plus de gens un peu variés,
parce qu'il me semble que dans le gâteau de ton parcours professionnel, il y a quelques ingrédients comme ça et les conversations en font partie. Mais je te laisse à toi de faire un petit mot de la fin avant qu'on quitte notre auditoire. Si David, en fait, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais du coup, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est un proverbe. Paraît-il que c'est un proverbe africain, mais c'est pas sûr que ça soit le cas. Malheureusement, je le connais comme anglais. Et ça va comme suit. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Et c'est une question d'aller ensemble. C'est une question d'aller ensemble, de trouver sa communauté. C'est une question d'expérimenter. C'est aussi une question d'accepter qui on est. Oui, et de ne pas forcer des choses qu'on n'est pas nécessairement confortable avec. Yamina, c'est une super belle conversation. Si vous écoutez, Yamina est super gentille, super sympathique et super communicative. Écrivez-lui avec vos questions, vos réactions. N'hésitez pas. Sur LinkedIn, c'est vraiment facile de la trouver. Et sinon, Yamina, merci encore d'être, par la magie de l'Internet, venue dans le studio de Papa PhD. C'était un grand plaisir. Puis je suis super content de partager ton histoire avec le public francophone. C'est vraiment, vraiment cool d'avoir cette possibilité avec toi. Merci beaucoup, David. Et une dernière note, en général, je réponds à tous mes messages sur LinkedIn. Merveilleux. Vous voyez, donc n'hésitez pas. Allez, au revoir tout le monde et merci beaucoup. Merci, David. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu te poses des questions par rapport à ton avenir professionnel après le doctorat, rends-toi sur school.com/papaphd, donc skool.com/papaphd, et rejoins-moi, mais aussi une communauté de gens comme toi qui font de la recherche, mais qui sont aussi intéressés à ce qui existe professionnellement en dehors du labo pour toi. À bientôt!